Bonjour à tous et bienvenue sur les Way Showers. Je suis très heureuse d'accueillir pour notre deuxième épisode et pour notre première émission francophone Emma Luche. Emma est blogueuse voyage et écologie. Elle est praticienne en massage bien-être, éco-spirituelle et gardienne de la nature. Bienvenue Emma. Merci Lucie. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Oui, alors pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel et voyageur, les deux un peu en lien, parce que j'imagine qu'ils sont en lien. Et puis peut-être commencer à partir de tes études, par exemple, si ça te va. Pas de souci. Alors, j'ai fait des études en économie en conseil. Donc, j'ai passé un master. Je suis restée 5 ans à la fac. J'ai jamais trop su vraiment ce que je voulais faire. J'ai un peu suivi les voies qui se mettaient sur mon chemin, parce qu'à la base, je voulais être avocate. Et j'avais passé un concours d'entrée pour entrer dans un BDUG droit anglais. Étant donné que je suis bilingue, je n'ai absolument rien révisé et je ne l'ai pas eu. Et suite à ça, en fait, j'ai basculé sur une prépa HEC qui a été horrible. Je suis restée 1 mois et donc en m'enfuyant de la prépa HEC, j'ai atterri en fac d'éco et donc j'ai suivi un peu ce chemin-là. En cours d'études, je me suis dirigée vers le conseil parce que c'était ce qui était le plus large, on va dire. Et j'ai commencé ma carrière dans le consulting, donc en cabinet de conseil. Et en fait, donc, j'ai eu donc un CDI assez rapidement. Enfin, j'avais un stage qui s'est reconduit en CDI dans un cabinet avec une bonne ambiance. C'était assez chouette, sauf que j'avais 23 ans. Et puis, je me suis dit, ça y est, c'est tout. Enfin, c'est ça la vie. J'ai fait tout ça pour. Enfin, j'ai 23 ans et ma vie qui se dessine devant moi, c'est une carrière, se résume à une carrière professionnelle. Et j'avais toujours voulu voyager. J'avais des amis qui se mettaient un peu à voyager. Donc, ça m'a un peu ouvert l'esprit. Et j'ai réfléchi à un projet de voyage avec ma sœur. On voulait toutes les deux partir en Australie. Donc, on s'est dit, c'est le moment. Elle terminait sa licence. Et moi, j'avais déjà un petit peu d'argent. Donc, on a réfléchi à ça. Elle voulait aller en Thaïlande. Et du coup, je lui ai proposé, tiens, si on se faisait 6 mois en Asie du Sud-Est et puis ensuite on va en Australie. Donc le voyage s'est fait comme ça. Je crois que j'ai commencé à l'imaginer. J'étais déjà en stage, quoi, mais voilà, je voulais rester un peu en poste. Et donc je suis partie voyager avec ma sœur, 7 mois en Asie du Sud-Est au final et 8 mois en Australie en Working Holiday Visa. Et ça a été une expérience transformationnelle, hein, on va dire, parce que là, j'ai vraiment vu le champ des possibles s'ouvrir devant moi, expérimenter voilà, la liberté, puis la vraie vie. Enfin, là, c'est ce que j'appelle l'école de la vie, en fait, le voyage. Enfin, ça a été mon école de la vie. J'ai bien plus appris que dans un cursus plus académique. Et voilà, donc suite à ça, en fait, c'est pendant mon voyage que ma fibre écolo, en fait, a pris racine. On y reviendra plus tard, hein, si j'aime tout. Mais voilà, et donc à mon retour, en fait, juste avant de rentrer, je me suis fait une promesse, c'était celle de ne pas retourner dans le milieu du conseil, parce que j'étais encore dans mon énergie haute de voyageuse, et je me suis dit, quand je vais rentrer, je vais me retrouver confrontée au monde que j'ai laissé, et je ne veux pas me faire influencer par ça. Euh, et j'ai respecté cette promesse. Ça n'a pas été facile, mais je voulais me consacrer à la protection de l'environnement. Je ne savais pas du tout par quoi commencer. Et donc, je me tâtais à reprendre des études, mais à l'époque, déjà, il n'y avait pas énormément de choix de cursus dans l'environnement, le développement durable. Il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas encore très connu, très, très large. Et puis, comme je n'avais pas de certitude sur ce que je voulais faire vraiment, je n'avais pas envie de refaire des études juste pour refaire des études. Donc, j'ai recommencé par en bas. Je me suis inscrite en tant que bénévole dans des associations. Donc, petit à petit, en fait, j'ai fait du bénévolat, j'ai créé mon réseau dans le milieu, j'ai été salariée aussi, et puis j'ai avancé comme ça jusqu'à ce que je reparte pour un deuxième voyage qui, cette fois, m'a emmené de l'autre côté du globe, côté Canada, où j'ai fait un deuxième Working Holiday Visa. Là, je travaillais dans un café. C'était génial, c'était une super expérience. Et donc, je travaillais dans le café de jour et la nuit, je bloguais. Enfin, c'est là où j'ai créé mon blog Planète Addict pour vraiment entériner et puis transmettre aussi les apprentissages que je faisais sur le monde du développement durable.
Quand j'étais au Canada, c'est là aussi que j'ai développé tout l'aspect zéro déchet. Et c'est là que j'ai aussi commencé à explorer une manière de voyager différente. Parce que déjà, j'étais sur place, je m'impliquais vraiment plus dans la vie locale. Et quand mon voyage au Canada s'est terminé, je suis partie au Mexique. Enfin, à la base, le voyage, c'était de partir en Amérique latine pour faire un projet, pour faire travailler sur des projets éco-volontaires et apprendre l'espagnol et revoyager en mode sac à dos. Et en fait, une fois que j'ai atterri au Mexique, j'avais juste envie de rester là. Donc, j'étais avec ma sœur de nouveau et au final, on avait des projets éco-volontaires sur place, on apprenait l'espagnol, on plongeait, donc tout était là en fait. Et donc, j'ai pu voir en fait des projets de terrain. Je suis allée en Colombie aussi. Donc ça, c'était ma partie plus expérimentation de terrain. Et quand je suis rentrée en France de nouveau après 2 ans, j'avais toujours cette envie de contribuer à ça. Euh, mais j'avais aussi une autre branche de mon arbre qui a pris forme pendant ce voyage. C'était la découverte de toute la sphère énergétique. Donc, j'ai suivi une formation en Reiki quand j'étais en voyage et je voulais approfondir ça en rentrant en France et je me suis dirigée vers le shiatsu. Donc, en fait, à ce moment-là, on est en 2016 et donc en parallèle, je cherchais quand même un travail dans l'environnement et je faisais ma formation en shiatsu. J'ai travaillé 2 ans en tant que co-directrice d'une petite association qui s'appelle Génération Cobaye, qui fait de la sensibilisation sur les enjeux de santé-environnement auprès des jeunes. Donc, c'était une super expérience aussi. Et donc, en parallèle, je continuais ma formation. J'ai validé ma formation, mais c'était un peu compliqué de pratiquer. Et il se trouve que, à force d'être impliquée dans le milieu militant et puis avec ma volonté en fait de toujours vouloir faire plus et face à l'enjeu en fait qui devenait de plus en plus urgent, j'ai fait un burn-out. Et donc, ça, c'était il y a presque 2 ans. Et pendant ces 2 années, ça a été assez difficile. J'ai toujours continué le blog et de rester dans cette sphère-là. Et à présent, en fait, je développe plus l'aspect bien-être énergétique pour justement, en fait, guider des transformations de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur sensibiliser ce qui venait de l'extérieur et maintenant, j'ai envie de travailler sur cette écologie intérieure pour qu'elle puisse se manifester à l'extérieur, en résumé. C'est super, merci beaucoup. Et du coup, je t'ai entendu dire que ça n'avait pas été facile quand tu es rentrée d'Australie de tenir cette promesse de ne pas retourner dans le conseil. Et je sais que notre génération, c'est compliqué. On est une génération qui, justement, n'a pas de parcours littéraire et linéaire, pardon, et a du mal à trouver sa voie. Et du coup, en quoi c'était compliqué? Est-ce que c'était ton entourage? Est-ce que c'était la société, le retour en France? Et comment tu l'as géré? Alors, ce qui était difficile, en fait, c'était le retour en France avec un rythme et un niveau de vie différent, même si, quand je dis niveau de vie, c'est pas uniquement par rapport à la richesse du pays, parce qu'en Australie, le niveau de vie est très cher. Mais justement, le niveau de vie est très cher et je travaillais dans des ranchs, j'ai fait du porte-à-porte et je m'en sortais comme ça. Mais en France, étant donné que c'est la sphère dans laquelle j'ai grandi, et puis la philosophie française est quand même assez particulière et très conventionnelle, quand même très conservatrice, un peu fermée d'esprit, je trouve, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs. Et puis, c'est aussi que quand je suis rentrée, j'ai repris contact avec mes anciens collègues, j'ai mon ancien manager qui m'invitait à déjeuner. Et puis, forcément, c'était un peu le discours, si tu cherches du travail, il y a une place. Donc, il y avait le cadre et puis aussi le fait de se dire, quand on est consultant, on gagne quand même bien sa vie, c'est un revenu stable. Donc, c'est une sécurité financière. Et donc, forcément, c'est attirant. Mais ce que j'ai vécu en fait à l'étranger était suffisamment fort pour que je suive une autre direction. Et puis aussi, c'était l'envie de ne pas faire comme tout le monde, de vivre une vie différente parce que cette vie-là, elle est là, on n'en a qu'une à l'heure actuelle. Et j'ai envie d'expérimenter, en fait, de vivre les expériences que j'ai envie de vivre et pas de la subir. C'est un mot fort, mais pas de juste suivre en fait ce qui se présente, mais de décider là où je veux aller, ce que je veux faire et de faire en sorte que ça se manifeste. Après, j'ai la chance quand même d'avoir un entourage
génial. Enfin, même si j'ai un entourage très diversifié, j'ai toujours des amis dans le milieu du conseil, euh, mais en fait, j'ai un entourage hyper compréhensif qui n'a jamais été dans le jugement, en fait, de me dire il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Bien évidemment, j'ai des gens qui m'ont dit le discours, il faudra que tu reviennes à la réalité un de ces jours, etc. Enfin, c'est les discours qu'on entend régulièrement quand on est voyageur. Hum, mais voilà, j'ai quand même une famille aussi qui m'a soutenue dans le projet de voyage déjà et qui m'a soutenue aussi quand je suis rentrée. J'ai pas eu d'enfermement en fait de devoir coller à une image qu'on pouvait me donner. Mais après, c'était moi l'image que j'avais de moi en société en général, hein, parce que forcément, même si dans l'entourage, on n'a pas ce regard entre guillemets oppressant, il y a la place qu'on a dans la société. Donc forcément, en m'écartant en fait du chemin classique, eh bien, j'étais dans une situation financièrement plus précaire. Donc forcément, je ne pouvais pas être dans le même mode de vie que d'autres personnes de mon entourage. Mais encore une fois, comme j'ai des amis super, et ben ça ne s'est pas ressenti en fait. Et les personnes naturellement qui ne collaient pas ne sont plus dans ma vie, mais je ne saurais même pas citer qui en fait. C'est juste que les personnes qui étaient importantes pour moi sont toujours dans ma vie et ont toujours su en fait justement me faire sentir que ce que je faisais, ça avait du sens. Donc voilà. Super, bah, c'est vraiment chouette d'avoir le soutien de l'entourage. Excuse-moi, je suis sûre que ça aide beaucoup. Et toi et moi, on s'est rencontrés dans le milieu du blogging voyage. Et est-ce que cette sphère du blogging voyage ou écologie aussi t'a aidé à trouver ta place un peu dans la société parce que c'est des gens qui ont des parcours différents, oui. Complètement, complètement. Parce que, en fait, je pense que ce qui est important dans tout, c'est de s'entourer d'énergie qui colle avec la nôtre, en fait. Et quand bien même, je te disais, j'ai encore des amis qui sont allés se faire du conseil, je suis même en contact avec d'anciens collègues. J'ai toujours plaisir, en fait, à partager avec eux. Cela étant dit, il y a un niveau, il y a une certaine connexion qui ne peut pas se faire parce que on est quand même dans des modes de vie différents. Et même si on peut communiquer, on ne peut pas vibrer en fait la même chose. Et la première fois que j'ai mis les pieds dans un salon blogueur voyage, c'était un peu comme si j'ouvrais un nouveau Disneyland et j'arrivais. En fait, c'est comme si j'avais l'esprit que j'avais quand j'étais en voyage, mais chez moi. C'était une petite bulle en fait où je pouvais rencontrer des semblables qui pensaient comme moi, qui sortaient des sentiers battus, qui suivaient leurs rêves, qui vivaient différemment aussi, qui acceptaient une certaine précarité, même si c'est pas parce qu'on fait différemment qu'il faut vivre dans la précarité. Hein. Ça, c'est une croyance à travailler. Mais ouais, en tout cas, c'était top de pouvoir échanger. C'est inspirant parce qu'on voit des gens justement qui arrivent à réussir aussi, à vivre de leur nouveau métier, à, à faire en sorte de se forger la vie qui leur convient plutôt que d'essayer de se forger un moule qu'on nous donne à l'adolescence. C'est un peu comme si on nous donne un petit pack avec voilà ce que doit être votre vie et puis essayer de coller au maximum à ça. Alors que là, c'est non, c'est moi, je suis comme ça. Et comment est-ce que je peux façonner le monde autour de moi pour que je m'y sente bien? Et ça, c'est clair que la blogosphère voyage m'a énormément aidée. À titre de comparaison, j'ai des contacts aussi dans la blogosphère écologie, mais l'énergie n'est pas du tout la même. Même si je suis beaucoup plus en phase avec les messages de la sphère écolo, l'atmosphère, la vibration qu'il y a, je l'ai trouvé que dans la sphère voyage. Oui, c'est intéressant. Et du coup, par rapport au voyage, justement, je sais que ta vision du voyage a beaucoup évolué. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça a évolué et qu'est-ce que ça veut dire pour ton mode de voyage maintenant et comment tu voyages si tu continues de voyager, bien sûr, après la pandémie et la situation actuelle, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi personnellement dans tes voyages aussi? Ah là là, ça veut dire plein de choses. Alors déjà, comment évoluer mon aspect, enfin ma relation au voyage j'ai fait plusieurs voyages. Donc la première partie de mon premier voyage, c'était vraiment du backpacking. Donc c'était du saut de puce classique, entre guillemets, rien d'exceptionnel par rapport au commun des mortels des voyageurs. Donc j'ai fait ça. C'était bien, mais je me rappelle, au bout de 3 mois déjà, avec ma soeur, on sentait le besoin de ralentir, de se dire, attends, on est trop en mode consommation, on passe d'un truc à l'autre. Et donc, on se prenait des temps, des fois, où on ralentissait, mais c'était 3 semaines, quoi. C'était pas grand-chose. À l'échelle d'un voyage, ça peut paraître beaucoup quand on est justement dans dans ce rythme hyper actif.
Après, quand j'étais en Australie, j'étais en working holiday, donc c'était déjà plus stable, mais j'ai quand même bougé. Hein. En ces 8 mois, j'ai vécu à Sydney, à Melbourne, à Perth. Enfin, voilà, je suis allée en Nouvelle-Zélande, donc j'ai quand même pas mal bougé. Mais ça, c'était aussi la personne que j'étais avant ma prise de conscience écolo. Après, quand j'ai commencé vraiment à me mettre dans ça, donc déjà avant même de faire ce grand voyage, quand j'étais consultante, je faisais beaucoup de week-ends à l'étranger. C'était ma manière de m'évader. Je partais une fois par mois dans un week-end à l'étranger, donc en prenant l'avion, etc. Et là, quand je suis rentrée, déjà, je partais moins faire ce genre de week-end. Déjà, je n'avais pas les moyens. Et puis, si c'était juste pour passer un week-end, ça ne m'intéressait pas, parce qu'après avoir passé 15 mois sur la route, un week-end, ça ne paraît pas beaucoup. Et après, c'est quand j'ai fait le deuxième Working Holiday Visa. Donc là, je suis restée 8 mois à Montréal, vraiment de m'imprégner de la vie. J'ai quand même voyagé, j'ai pris une voiture et j'ai quand même fait tout le pays à un moment. Mais ça a commencé à changer. J'ai commencé à vouloir plus explorer là où j'étais plutôt que de vouloir aller voir partout. Et puis là où ça a vraiment changé, c'est quand j'ai fait ce voyage au Mexique, en fait. Avant même de moi-même décider de moins prendre l'avion, etc., c'était déjà quelque chose sur lequel je réfléchissais, bien évidemment, parce que je prenais plein d'activités durables. Ça a commencé avec l'alimentation, le textile, le zéro déchet, la beauté, etc. Et puis forcément, l'impact carbone, on ne peut pas nier l'impact qu'a l'avion. Et, et donc, il y avait quand même ça dans un coin de ma tête. Mais c'est vraiment, en fait, naturellement, quand je suis arrivée au Mexique, comme je te disais tout à l'heure, il y avait cette envie de voyager dans toute l'Amérique latine. Hein, ça reste un rêve, je ne l'ai pas encore fait. Mais je me suis dit, à quoi ça sert que je refasse un saut de puce de pays en pays? Je ne vais pas apprendre la langue parce que je ne vais pas avoir le temps, en fait, de connecter avec les gens. Je vais juste passer d'un truc à l'autre. Et j'avais envie de vivre quelque chose de plus en profondeur. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment imprégnée de la vie locale. J'ai vécu ça là-bas et ça a changé mon rapport au voyage. Et j'ai senti en fait que j'avais moins envie d'être dans l'exploration, la consommation de voyage. Après, tout au long de mes voyages, c'est vraiment l'expérience du voyage plus que là où on va et ce qu'on voit. Hein. C'est un voyage intérieur aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que quand je suis rentrée, j'avais beaucoup moins envie de voyager. Et c'est là que j'ai commencé à plus réfléchir à ces notions. Je me rappelle, hein, la personne avec qui j'étais à l'époque, on partait se faire un week-end en Espagne. Et déjà, je ressentais là, pour le coup, vraiment une dissonance cognitive à prendre l'avion pour quelques jours, alors que ça ne vibrait pas, quoi. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à d'autres façons de voyager. Donc, de toute façon, toujours, moi, le voyage, plus il est long, plus je peux l'apprécier, mais ce n'est pas forcément adaptable à tout rythme de vie. Mais donc, voilà, je m'étais dit à un moment, je vais partir voyager, je me prends 3 semaines, c'était déjà pas mal, et je vais aller en Europe de l'Est en bus. Donc, voilà, c'était mon trip de me dire, j'y vais en bus, bus de nuit, train, voilà, je fais tout sauf l'avion. J'ai quand même pris un avion sur le retour parce que j'étais en manque de temps et que voilà, il fallait que je reprenne le travail. Mais c'était déjà une première étape parce que j'avais fait la majeure partie en bus et c'était génial parce qu'en fait, ce que j'adorais, par exemple en Asie, justement, c'était le fait de prendre les bus, d'être dans les transports avec les gens et d'avoir cette dimension en fait où on voit le temps passer. Et quand j'étais assise dans mon bus pour aller en Slovénie, quand j'étais dans le train là, à regarder les montagnes, j'étais comme une gamine, quoi. J'étais là, c'est pas très loin de chez moi. J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour ressentir ça, parce que c'est l'expérience qu'on en fait. Donc voilà, ça a commencé là. En plus, on s'est rejoint en Bosnie, donc ça c'est un aspect que j'adore du voyage aussi, c'est intégrer ici et là des rencontres impromptues et Improbable. improbables, oui, voilà, qui permettent d'avoir des souvenirs et pour le coup, là, en très peu de temps, on crée des souvenirs qui restent ancrés pour une vie. Parce que tu vois, on a passé 2 jours ensemble là-bas, mais quand j'y pense, ça me remplit toujours de joie, quoi. Donc voilà. Et puis donc après, j'ai continué un petit peu à explorer ça. J'ai refait un autre voyage où là, je suis allée. J'avais ma sœur qui m'a offert un concert, qu'on aille toutes les deux au concert de Pink à Stockholm il y a 2 ans. Et je lui ai dit, je suis trop contente, c'était mon rêve d'aller voir Pink en concert. Donc j'étais ravie. Je lui ai dit, par contre, j'y vais pas en avion. Fais ce que tu veux, mais moi j'y vais en bus. Elle me dit, ok, je te suis. Donc on est allé en bus. Donc c'est 18 heures de bus quand même pour arriver à Stockholm. Mais c'est génial parce que ça force en fait à prendre le temps.
Quand on prend un avion pour passer un week-end, on prend l'avion, on y va, on se balade, on prend des photos, on consomme et on rentre. Là, quand on passe 18 heures, on n'a pas envie de passer 2 jours sur place parce que déjà, il faut une journée pour se remettre. Plus on vieillit en plus, plus le trajet en bus est douloureux. Donc voilà. Et franchement, c'est ça que j'aime. C'est le trajet aussi. On dit le voyage, l'intérêt, c'est le voyage, c'est pas la destination. Et en fait, c'est ça. C'est aussi l'expérience qu'on fait de comment j'arrive d'un point A à un point B. Et donc, voilà, tout ça, ça enrichit mes réflexions. Puis je sais qu'on en a beaucoup discuté avec toi et avec d'autres blogueurs aussi parce que c'est une question qui s'est soulevée. Et donc voilà, avec cette volonté de beaucoup moins prendre l'avion, de le faire que si vraiment il y a un cas qui le nécessite, si je dois aller voir ma famille ou si je veux faire une formation. Mais si je prends l'avion, ça ne m'est pas arrivé encore depuis, mais si ça me revient, c'est pour rester au moins 2 semaines sur place. Ok. Pour vraiment au moins profiter et me dire je prends le temps et j'amortis un peu ce voyage, même si 2 semaines, c'est quand même pas grand-chose, mais après, dans le spectre d'un travail, voilà, on n'a pas toujours la possibilité de voyager plus longtemps, mais c'est, voilà, au moins, pas y aller pour quelques jours et rentrer, quoi. Et sinon, au maximum, privilégier les transports alternatifs, donc le bus, le train. Et en fait, rien que de réfléchir au transport, ça change la vision du voyage, parce que quand on sait qu'on met 18 heures pour aller à Stockholm, on ne va pas y passer un week-end, quoi. Non, ça remet la valeur du voyage au final et ça enlève cet aspect consommation et de visiter tous les pays du monde et tous les endroits du monde et ça remet la valeur des choses, je trouve. Et puis surtout, souvent, on se croit, même en tant que voyageur, il y a cette guéguerre entre le terme voyageur et touriste, hein, les voyageurs qui disent non, moi je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur. Mais rien que ça, en fait, voyager, si on passe d'un pays à l'autre, on se dit expert de voyage et voilà, moi j'ai passé 1 mois, 2 mois en Thaïlande. Je ne peux pas dire que je connaisse la culture, je ne peux pas dire que je connaisse quoi que ce soit. Par contre, j'ai passé 1 an au Mexique. Je ne peux toujours pas dire que je connais la culture mexicaine, parce qu'en plus, le Mexique, c'est tellement riche d'une région à l'autre, c'est tellement différent. En plus, j'ai passé mon année sur une île, donc j'étais un peu exclue du reste, mais j'ai passé du temps avec des Mexicains. Donc, j'ai palpé un aspect de la culture mexicaine. Mais il y a souvent aussi cette chose, alors là, je vais aller je vais partir dans des délires peut-être un peu anthropologie mais bon, je le fais quand même, mais il y a ce côté un peu colonialiste, en fait, de voyager, de considérer, en fait, comme acquis que je peux aller partout dans le monde et qu'une fois que j'ai mis les pieds, eh bien, moi, je sais, quoi. Je sais que dans tel pays, la coutume, c'est ça. Et en fait, c'est ça aussi le voyage responsable pour moi. Il y a une dimension aussi par rapport à la culture et l'approche qu'on a vis-à-vis de cette culture, vis-à-vis des gens. Et de se dire, même moi, je vis en France, je ne connais pas tous les endroits de France. Mais je connais la culture française parce que j'ai baigné dedans pendant longtemps. Et pour s'imprégner d'une culture, il faut passer du temps. Ce n'est pas parce qu'on a voyagé 2 semaines dans des auberges de jeunesse qu'on peut dire qu'on connaisse quoi que ce soit à la culture. D'autant plus si on n'a pas vraiment discuté avec les gens. C'est plus facile dans les pays anglophones et dans les pays latins parce que si on parle espagnol, on peut quand même connecter plus facilement, puis c'est nos racines en termes de langage. Mais quand on va dans les pays asiatiques, c'est beaucoup plus difficile de connecter avec les gens parce qu'il y a une vraie barrière linguistique, même s'ils parlent un peu anglais. On ne peut pas vraiment aller en profondeur. Et puis apprendre les langues asiatiques, il faut y passer du temps et il faut vraiment le vouloir. Et il n'y a que quand, je pense, déjà on franchit la barrière de la langue qu'on peut commencer à comprendre un peu. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi. C'est une autre discussion, ça dépend des pays de toute façon. En plus, moi j'ai appris le japonais et l'indonésien. Et au Japon, je pense que ce n'est pas suffisant. Que la barrière linguistique est une première barrière, mais que clairement, ça n'est pas suffisant. Non, bien sûr, mais c'est pour ça. C'est que déjà, il y a la barrière de la langue qui montre en fait à quel point il y a un monde en fait entre nos 2 cultures et que la difficulté d'apprendre une langue, ça montre aussi qu'il y a énormément de choses derrière. C'est un concept de société en fait qui est complètement différent. Bien sûr. Et du coup, pour revenir à l'avion, une petite question peut-être un peu controversielle. Ça y est, controversée, je perds un peu mon français, je suis désolée. Est-ce que le fait de ne pas prendre l'avion
est une action suffisante en tant qu'individu au vu de l'urgence de la situation actuelle, de l'urgence de la situation écologique actuelle? C'est une grande et vaste question. Oui. En fait, derrière cette question, il y a beaucoup de choses. Il y a est-ce que tout court, l'action individuelle est suffisante? Et en fait, non. Enfin, c'est clair que l'action individuelle n'est pas suffisante. Et en fait, je dirais que le souci aujourd'hui, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à sensibiliser à tout ça, j'étais vraiment dans, voilà, chacun fait sa part, l'action individuelle, etc. Et c'est indispensable d'en passer par là. Mais aujourd'hui, et c'est une bonne chose, le message de faire son action individuelle, il est passé. Enfin, en tout cas, on l'entend de plus en plus. On voit que l'action individuelle a eu un impact en termes de consommation, parce qu'on voit que les marques s'adaptent. Pas forcément toujours pour les bonnes raisons, parce que c'est plus un créneau marketing que vraiment une volonté profonde. Mais en tout cas, on est entendu, on voit que ça a un impact. Mais clairement, ce petit manque à gagner, il n'est pas dépendant des individus. Et c'est beaucoup plus grand que nous. Il y a cette action collective et puis il y a quand même la responsabilité gouvernementale, nationale ou internationale, hein, d'une direction qui soit cohérente parce qu'on est censé se tirailler. On peut avoir la volonté de se dire je ne voyage pas en avion, mais quand on voit que pour aller à Barcelone, ça peut être 20 € le billet d'avion, alors que pour y aller en bus, ça va peut-être être le même prix, mais on va mettre 4 fois plus de temps. Bah, bien sûr, il n'y a pas photo. Et je comprends que les gens prennent l'avion. Enfin, en fait, et c'est ça, tout le problème, c'est qu'on ne peut pas pointer du doigt les gens si on leur donne un non-choix, en fait. On leur donne une option, on leur dit qu'il faut faire quelque chose, mais on leur met un buffet de quelque chose complètement opposé. Et c'est ça qui n'a aucun sens. Et pour aller même encore plus loin, c'est ce manque c'est cette dissonance cognitive en fait entre ce qu'on nous dit et ce qu'on nous présente qui crée en fait un décalage et un problème, c'est-à-dire qu'on cherche à se donner du sens et ça mène à de la culpabilisation, à de la culpabilisation envers soi-même, mais aussi culpabiliser les autres, des jugements de valeur et au final on se retourne les uns contre les autres en tant qu'individus et on se trompe entre guillemets d'ennemis. C'est-à-dire que finalement, on focalise notre attention sur les uns et les autres et pas sur ce qui nous entoure en fait. On est dans un bateau et on se tire un peu les uns entre les autres dans les pattes alors que c'est le bateau, il faut changer sa direction. Ouais. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, cette histoire de culpabilisation, ça m'amène à la question du burn-out militant que tu as mentionné, de l'éco-anxiété. Tu as aussi parlé récemment d'effondalgie. C'est ça. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces trois choses brièvement, bien sûr, parce que c'est des grands sujets, et comment on y fait face, comment on reste résilient face à ça en tant qu'individu et en tant que société. Mais ça, c'est une très grande question aussi. Oui, alors c'est un grand sujet, hein, c'est vrai, mais c'est relié à ce qu'on a dit juste avant, en fait. Hein, c'est cette volonté de vouloir agir au niveau personnel, au niveau individuel. On reste des êtres humains, en fait, et c'est ce qui fait notre particularité. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains avec des émotions, des besoins et un cerveau qui fonctionne d'une certaine façon. Et c'est juste que au bout d'un moment, quand on a cette fibre militante et l'envie de faire, en fait, il y a ce regard qu'on se donne de culpabiliser, de dire je ne fais pas assez. Déjà moi par rapport à moi, de regarder les autres et de se dire comme d'autres ne se bougent pas, je vais essayer d'en faire plus pour compenser ce que les autres ne font pas. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et il y a cette volonté, cette culpabilité et le fait de se dire, de voir le mur en face et de se dire je peux pas ne rien faire. Et le problème que ça crée, c'est que ça crée une anxiété, une angoisse, de la colère, de l'incompréhension, parce que on a fortement conscience de ces problèmes aujourd'hui et collectivement, ça peine encore à avancer. Et donc, on s'épuise en fait à mettre toute notre énergie pour essayer d'aller à contre-courant. Et au bout d'un moment, on doit se rendre à l'évidence que tout seul, on ne peut pas tout faire en fait. Et que, alors, je ne veux pas sortir de mauvais chiffres, mais je crois que si tout le monde avait un comportement éco-responsable, irréprochable, ça ne réduirait les émissions, enfin, ça ne contribue qu'à 20% en fait des réductions d'émissions ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus systémique. C'est le point de départ. Et là où ça crée cette angoisse, c'est qu'en fait, il y a ce qui est dramatique, c'est qu'il y a cette rupture en fait entre le fait en fait, j'ai plus d'énergie, je n'en peux plus, mais j'ai conscience que le monde a besoin de ça.
je ne me sens plus capable de donner autant, donc je culpabilise encore plus et je suis mal parce que je vois où on va, j'ai l'impression que les gens n'en ont rien à faire ou qu'ils en ont quelque chose à faire, mais ils le prennent complètement par-dessus la jambe. Il y a cette dramatisation aussi et le fait de se sentir hyper seul, en fait. Et c'est très dur, parce que c'est au niveau psychologique, c'est toute la courbe du deuil, en fait. Et la résilience, en fait, elle peut se faire à plein de niveaux, et je pense qu'elle dépend de chaque personne. Mais pour moi, des pistes, c'est surtout de déjà se dire que faire sa part, c'est pas tout faire, et c'est pas faire la part de l'autre. C'est déjà fixer ses propres limites, se dire que si on fait déjà les choses avec le cœur et avec notre engagement, déjà en fait ça rayonne et ça influence les autres. Euh, et, et de se dire de rester, c'est pas parce que ce que je fais n'est qu'une goutte d'eau qu'il ne faut pas le faire. Il faut continuer d'agir comme on le fait, parce que sinon on crée encore plus de dissonance cognitive. Et très sincèrement, enfin, on ne peut pas passer de voilà, j'avais toutes ces actions et puis du jour au lendemain, je me dis bon bah puisque c'est comme ça, bah autant que je prenne l'avion, autant que je consomme. Ça marche pas, parce qu'en fait on a déjà fait le travail, on peut pas revenir en arrière, ce serait se trahir soi-même. Donc c'est rester quand même dans cette démarche, mais se fixer des limites, se faire accompagner si on a besoin par un psychothérapeute, par un coach, par enfin voilà, s'entourer en fait de personnes qui peuvent nous donner un soutien. Donc au niveau professionnel, mais aussi juste au niveau de l'entourage, en fait, c'est de s'entourer de personnes qui pensent comme nous, de s'entourer de personnes qui agissent, de se nourrir. C'est très important, et c'est pour ça aussi que j'ai développé la sphère bien-être, c'est se nourrir de choses qui nous redonnent de l'énergie et se focaliser sur, OK, maintenant, qu'est-ce qui... En fait, si je me considère, entre guillemets, hein, comme un petit soldat de l'écologie, le monde ne pourra pas avancer si, enfin, je prends cette image parce qu'on parle de la fable du colibri, mais euh, si le colibri il est blessé, bah, ça sert à rien en fait. Donc il faut se préserver avant tout, se préserver et se nourrir. Et la magie dans tout ça, c'est qu'aussi que quand on se nourrit, on se réaligne, et en faisant ça, en fait, on réduit automatiquement nos besoins. Et les actions deviennent plus faciles aussi et plus innées. Je ne sais pas trop comment le décrire, parce que c'est plus profond comme travail, mais c'est pour ça que je parle d'écologie intérieure, parce qu'en fait, on retravaille à tout ce qu'on a voulu faire à l'extérieur. Et ben, on se recentre en se disant, OK, moi, je préserve mon développement durable à moi, il faut que moi, je dure aussi en premier lieu. Et si j'arrive à trouver une façon de, moi, justement, fonctionner de manière pérenne dans ce monde capitaliste, ben, ça me permettra aussi de pouvoir rayonner ça à l'extérieur. Donc voyez, il y a plein de dimensions par rapport à ça. Et on parle d'effondralgie parce que éco-anxiété, ça se réduit à une émotion, l'anxiété. Alors que quand on parle d'éco-anxiété, il y a plein de choses derrière. Il peut même y avoir de la dépression. C'est un problème de santé mentale avant tout. Donc, et dans éco-anxiété, il y a aussi éco qui se rapporte à l'écologie. Mais dans effondralgie, c'est un système, en fait, c'est systémique, parce qu'on parle d'écologie, mais c'est le système tel qu'il est construit, capitaliste, patriarcal, qui est dans la consommation et la destruction pour pouvoir régner et consommer et produire et surproduire et épuiser les ressources. Et puis, c'est ce que je disais, hein, ce qui est dedans et dehors. On épuise les ressources de la planète, mais on épuise nos ressources à nous aussi. Donc, si nous, on arrive à avoir cette écologie et préserver nos propres ressources, on comprendra mieux comment préserver les ressources de la planète. Oui. Oui, je suis complètement d'accord, parce que quand on se retrouve en alignement avec soi-même et qu'on sait notre pourquoi, on a beaucoup moins d'actions néfastes et comme tu dis, c'est en parallèle, tout s'aligne et tout fait du sens quand on a fait le travail intérieur. Et c'est beaucoup plus facile en effet d'être végane, de ne pas prendre l'avion et tout ça quand on a fait son travail intérieur et qu'on est d'accord pour être en dissonance avec la société, mais qu'on n'est plus en dissonance avec soi-même. C'est ça, parce que finalement, quand on consomme aussi, parfois on consomme des choses parce que ça comble aussi un vide, un manque, un mal-être. Et si on ne résout pas ce mal-être, on va continuer aussi, nous, à consommer en fait ce monde qu'on n'a pas envie de consommer. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un tout. Et toi, du coup, personnellement, comment tu fais face à tout ça, au fait, à l'effondrement de la société, à la pandémie actuelle? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as mis en place des choses pour te préserver toi et que tu pourrais partager avec... Alors, plein de choses. Bah, moi, je me suis vraiment déjà recentrée sur moi. Bon, avec la période actuelle, ça a été aussi un peu obligé, donc ça a un peu
accentuer ce travail. Déjà m'inspirer en fait de personnes qui m'inspirent, que ce soit dans mon entourage ou des personnes plus connues. Les pratiques de bien-être aussi. Bon, après, comme je suis praticienne de shiatsu, je suis beaucoup en lien avec justement les énergies et c'est quelque chose que j'explore. Donc, à travers de l'exercice corporel, de la danse. Et la difficulté, c'est aussi, comme à l'heure actuelle, on ne peut pas être en société, en tout cas de manière fluide et spontanée, qu'on ne peut pas avoir accès. Enfin, moi, je n'ai pas accès à mes cours de danse, je n'ai pas accès à ça. Ça, c'est vraiment difficile parce qu'une des choses qui me nourrit, c'est le contact avec les autres et cet échange collectif. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Donc, c'est une adaptation en permanence. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée pour me recentrer, et c'est tout le travail que je veux transmettre à partir de maintenant, c'est justement le suivi des rythmes, des saisons, le suivi des cycles naturels et notamment de mon cycle féminin. Ça paraît un peu éloigné, mais en fait, non, pas du tout, parce que c'est se reconnecter en fait à notre rythme. On court en fait dans tous les sens, et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on bricole et il y a du bruit tout autour. Et la meilleure chose en fait pour calmer tout ça, c'est de ne rien faire. La meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. On a bien vu que, bon, moins maintenant, mais quand on a eu le premier confinement, le fait de ne rien faire, en fait, effectivement, c'est inconfortable, mais ça a un vrai impact, en fait, plus que de faire et de s'épuiser. Et ça, c'est un vrai message parce que, en fait, on s'éparpille à vouloir faire plein de choses et on brasse de l'énergie et on contribue, en fait, à cette énergie yang active, productive. Et aujourd'hui, on a besoin de plus d'énergie yin. Et moi, c'est sur quoi je travaille avec moi et avec les autres, c'est nourrir cette énergie yin en profondeur, nourrir l'énergie féminine, se remettre en lien avec les rythmes naturels, les cycles. Et ça passe par connaître son cycle, être à l'écoute des phases où on est plus active, plus en introspection. Quand on a un cycle féminin, c'est franchement, en plus, c'est du pain béni parce qu'on a ce rythme biologique interne, ce qu'on peut suivre. Mais même quand on est un homme ou qu'on est une personne qui n'a pas de cycle ou qui est sous contraceptifs hormonaux, on a d'autres cycles. Il y a les rythmes de la lune, ça parle à tout le monde, homme comme femme. Il y a les rythmes des saisons. Et en fait, tout ça, le cycle féminin, c'est une mini-version du cycle des saisons, qui est une mini-version du cycle d'une vie. Et en fait, voilà, ça m'aide beaucoup parce que ça permet en fait de voir le monde différemment et d'être aussi dans ce respect en fait de soi, de notre entourage, et puis justement de ritualiser et de s'entourer de personnes qui ont cette énergie, bien-être. Voilà, donc en fait, c'est plein de petites choses et c'est un peu de l'ajustement en fait, hein, parce que la vie c'est du mouvement, donc ça change et justement en fonction des saisons, on n'a pas envie de la même chose, et c'est pas les mêmes choses qui vont nous donner de l'énergie, c'est pas les mêmes choses qui vont nous drainer. Et une chose vraiment centrale, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui m'épuise. Ça c'est la base. Et de cultiver ça, parce que rien que ça, c'est pas évident de le déterminer, hein. Moi parfois j'ai encore du mal, hein, et puis, comme on a un cerveau qui est très actif, on va se figer en fait sur quelque chose à l'instant T. Genre, le yoga, ça me nourrit et par exemple, faire de la boxe, ça m'épuise. Je donne un exemple tout con, mais peut-être que dans 6 mois, ce sera l'inverse. Oui. Et c'est cette écoute en fait perpétuelle parce que les choses changent et les choses bougent et c'est une danse avec la vie en fait. Ce serait J'aimerais beaucoup qu'on puisse vivre dans une société qui suit les cycles aussi, parce que individuellement, je le fais aussi. Et clairement, si notre société pouvait être organisée de manière similaire, ça changerait beaucoup de choses. Et je sais que tu fais plusieurs types d'ateliers, notamment autour des saisons. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la saison actuelle, parce que c'est pas exactement... Je ne sais pas si on est au printemps en ce moment. Oui, si on est encore au printemps. Oui, donc en fait, moi je me base sur la théorie des 5 éléments, donc de la médecine chinoise, qui est aussi une base théorique en fait pour la pratique du shiatsu. Je ne suis pas du tout experte en médecine chinoise parce qu'encore une fois, c'est tout un monde. Et puis on disait tout à l'heure, hein, en plus c'est la philosophie orientale, c'est très imagé, c'est très... Et moi c'est ça que j'aime en fait, c'est la métaphore qui m'aide aussi au quotidien à justement pouvoir m'exprimer. Mais voilà, hein, je ne suis pas du tout experte en médecine chinoise. Il faudrait que je vive là-bas plusieurs années avec des gens dedans pour
pouvoir me dire experte, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enseignements qui me permettent d'avoir une base pour nous guider. Et sur les saisons, notamment, donc, en médecine chinoise, en tradition chinoise, on se base sur un calendrier lunisolaire, donc c'est-à-dire qui suit à la fois les cycles de la Lune et le rythme du Soleil. Nous, on est sur un calendrier exclusivement solaire, donc c'est la durée pendant laquelle la Terre fait le tour du Soleil, donc 365-366 jours. Mais en philosophie chinoise, un mois débute à la nouvelle lune et dure 29 jours. Et en fait, donc, il y a différents mouvements, il y a 5 énergies, et à ces 5 énergies correspondent 5 saisons. Donc on a le bois, le métal, la terre, le feu et l'eau. Et en fait, donc on a les 4 saisons qu'on a habituellement, donc printemps, été, automne, hiver, et on a une 5e saison qui est l'intersaison, qui permet de faire cette transition d'une saison à l'autre. Donc il y en a 4 aussi. Et dans cette philosophie, en fait, donc c'est le concept énergie yin-yang. Donc il y a des saisons qui sont plus yin. Donc on rentre dans le yin quand on est dans l'automne et qu'on arrive dans l'hiver, et on rentre dans le yang au printemps jusqu'à l'été. Et en fait, c'est des mouvements cycliques, ça bouge tout le temps. Et en fait, ça fait comme une vague. Donc on a l'énergie qui monte au moment du printemps, qui a son apogée, l'énergie du printemps au moment de l'équinoxe, qui continue de monter, qui traverse le feu et qui arrive à son apogée au moment du solstice d'été. Donc là, c'est le jour où la lumière est la plus forte et la nuit la lumière est la plus longue et les nuits sont les plus courtes. Donc là où le yang est le plus présent et le yin le plus petit. Et à partir de là, on bascule dans l'autre sens. On commence à redescendre. On arrive à l'équinoxe d'automne, qui est l'apogée de la saison automne. Et puis on rentre dans l'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est l'apogée de la saison hiver. Je dis ça dans ce sens-là parce que chez nous, là, on a eu le 20 mars, c'était l'équinoxe d'automne. Et nous, en Occident, on dit que les équinoxes et les solstices, c'est les débuts des saisons. Alors qu'en philosophie chinoise, c'est vraiment le moment où l'énergie de la saison est à son maximum. Et donc là, nous sommes effectivement en saison du printemps, qui est associée à l'élément bois. La saison du printemps qui commence début février. Là, cette année, c'était juste après le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois, c'est la deuxième pleine lune après la deuxième nouvelle lune, pardon, après le solstice d'hiver. Et donc, ça marque le début d'un nouveau cycle. Et donc, dans cette énergie de printemps, en fait, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la nature, ça explique aussi ce qui se passe au niveau de l'énergie, puisque la nature suit cette énergie. Donc, c'est une énergie qui est en direction vers le haut, qui est montante. C'est une énergie de renouveau, donc renouvellement cellulaire. C'est pour ça que c'est le moment de faire un ménage de printemps. On sort de cette phase cocon d'hiver, d'hibernation, où on était plutôt en introspection pour justement explorer. C'est un bon moment pour démarrer des nouveaux projets, pour refixer ses intentions, pour se donner une ligne directive pour l'année, pour planter ses graines. En fait, c'est le moment aussi où en agriculture, en permaculture, on plante ses graines. Donc, c'est le moment de planter ses graines, de les arroser et voir ce qui pousse. Il y en a qui vont pousser, il y en a qui vont pousser mais qui vont s'arrêter, il y en a qui ne vont pas pousser. Enfin, c'est de voir aussi ce qui émerge et de continuer de cultiver ça. C'est aussi donc le retour de la lumière, c'est le symbole aussi de la fécondité, donc la terre redevient fertile et c'est en lien avec différents organes, donc c'est en lien avec le foie et la vésicule biliaire, donc c'est le moment en fait. Donc le foie, c'est ce qui stocke le sang et ça draine le sang et ça détoxifie en fait l'organisme. La vésicule biliaire apporte la bile et puis il y a une connexion entre les deux, c'est des fonctions digestives aussi. Donc c'est un vrai moment en fait, c'est un bon moment si on a besoin de faire une détoxification de l'organisme. C'est le moment de préserver son foie, de moins boire d'alcool, de moins boire d'aliments riches, de plutôt manger des jeunes pousses, donc parce que c'est les nouvelles pousses qui sont là, de manger des légumes verts, d'être plus dans une alimentation en fait riche en minéraux, riche aussi en probiotiques pour nourrir son microbiote et avoir une bonne flore intestinale. C'est tous les légumes lacto-fermentés, etc. On a la sève de bouleau qui arrive. Donc la sève, c'est vraiment typiquement cette énergie montante en fait, la sève qui commence à couler. Donc il y a tous ces aspects-là en fait. C'est imaginer en fait l'image, c'est vraiment l'arbre. C'est de se dire ok, je me pose, je m'enracine et je pose mes bases en fait pour pouvoir monter vers le ciel et
faire pousser mes projets, donner des fruits, etc. Et ensuite, cette analogie avec la nature, elle suit toute l'année. Ensuite, on a les fruits plutôt en été. Après, on a la phase de récolte à l'automne, donc qui est aussi la récolte des fruits de nos projets. Et ensuite, la phase plutôt de stockage et d'introspection en hiver. Et puis après, on repart pour un cycle. Super, merci pour cette introduction. Et du coup, est-ce que toi, actuellement, tu la sens personnellement, cette énergie de renouveau? Est-ce que tu travailles sur de nouveaux projets? Est-ce que tu sens cette énergie? Ouais. Ouais, complètement. Je la sens, en plus, d'autant plus depuis l'équinoxe. Déjà, je la sentais avant, mais en fait, c'est une énergie qui monte. Hein, c'est pas d'un jour à l'autre. Donc oui, je la sens. Enfin, moi, en tout cas, au niveau personnel, je sens que j'ai plein d'idées, que j'ai plein de projets. Donc, c'est le moment où on s'éparpille, où on brainstorm, où on se dit, OK, je me fixe plein d'objectifs. Et justement, il y a un travail de priorisation. Le travail du foie aussi au niveau énergétique, c'est la planification, l'organisation. Donc, il y a tout. C'est un bon moment, en fait, pour caler un peu son agenda, mettre les choses un peu en place pour justement canaliser cette énergie qui part dans tous les sens. Moi, oui, je mets en place des projets, je suis en train de suivre des formations, je suis en train de développer mon activité. Et aussi pour un niveau symbolique, je fais des rituels. Donc, j'ai planté mes petites graines que j'arrose tous les jours. D'ailleurs, je ne les ai pas arrosées ce matin, je vais y aller de ce pas après. Mais je les arrose, je leur parle. Et puis, je pense aussi à mes projets qui poussent quand je les regarde. Donc, il y a une vraie connexion qui se fait. C'est super. Moi, j'ai hâte de voir quel projet tu vas développer cette année. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du shiatsu? Parce que c'est vraiment quelque chose que moi, je ne connais pas du tout. Donc, je suis assez curieuse. Ouais. Alors, le shiatsu, c'est ce que je qualifie c'est un art du toucher japonais, donc qui est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça se base sur la théorie des 5 éléments notamment, mais aussi d'autres choses, surtout en fait les trajets des méridiens. Donc, les méridiens, ce sont les canaux d'énergie qui traversent le corps et qui permettent à l'énergie de circuler. Donc, en médecine chinoise, il y a vraiment cet aspect, donc c'est le qi ou le ki en japonais, qui est l'énergie, le souffle de vie. Il y a beaucoup d'autres choses en médecine chinoise, mais ce serait trop complexe. Mais en gros, l'énergie circule en nous et autour de nous, et la libre circulation de l'énergie conduit à l'équilibre. Et dès qu'il y a des blocages au niveau émotionnel, au niveau physique, en fait, ça coupe l'accès à cette énergie et ça peut créer des symptômes qui ensuite entraînent une maladie. En médecine chinoise, à la base, c'est une médecine plutôt préventive qui vise à garder le corps et l'esprit dans cet état de mouvement et d'équilibre. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup sollicité et on peut s'en servir aussi en tant que curatif. Donc, une fois que le déséquilibre ou une maladie est là, pour venir apporter des choses et aider l'organisme à se rétablir et à se remettre en route. Et le shiatsu, en fait, ça va s'appuyer sur cette théorie-là, mais avec des outils différents. En médecine chinoise, on va utiliser le massage tuina, on va utiliser les aiguilles, donc l'acupuncture, c'est ce qui est le plus connu, on va utiliser les plantes, on va utiliser aussi le qigong, la réflexologie, il y a plein de choses. En shiatsu, on va utiliser donc, un massage, c'est un mot un peu pour se donner une idée, mais c'est plus un combiné de pression, d'étirement, de mobilisation. Ça se pratique habillé et au sol sur un futon. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on parcourt tout le corps et de sentir en fait les mouvements de l'énergie et recréer du mouvement à l'intérieur. Et donc, on va venir. Alors, il y a plusieurs types de shiatsu. Moi, je pratique un shiatsu qui s'appelle le Zen Shiatsu, qui est basé sur l'écoute empathique, qui est basé vraiment sur justement les endroits où il peut y avoir des vides d'énergie et des endroits où il peut y avoir des pleins, et essayer de les faire communiquer pour rétablir l'équilibre. Et donc, ça passe majoritairement par du massage, mais aussi, il y a l'intention, il y a aussi des mouvements plus d'écoute et beaucoup de discussions aussi avec la personne qu'on va recevoir. Et voilà, c'est très riche, une séance, il n'y a pas deux séances qui se ressemblent et on s'adapte vraiment en fait à la personne qu'on reçoit. Super, j'espère faire ça un jour avec toi. Et du coup, juste une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que toi, en tant que praticienne, tu utilises l'intuition pour savoir où masser et quoi faire? Alors oui, c'est encore quelque chose que j'explore et qui est pas encore très évident pour moi parce que j'ai un mental très présent. Mais justement, le shiatsu, ça m'aide à ça parce qu'en fait, on met le mental de côté
et on laisse le corps nous guider. En fait, on commence avec ce qu'on appelle un diagnostic, où on pose les mains sur le ventre et on essaye justement, à travers la palpation et le ressenti, de sentir ce qui va être en équilibre, en déséquilibre. Et c'est ce qui va guider la séance. Ça, plus on va faire un lien avec ce que la personne nous a dit pour aussi, pendant la séance, mettre une intention. C'est-à-dire que quand on sent un blocage, on va appeler l'énergie à dire « détends-toi ». Voilà, on va parler aussi intérieurement, en fait, pour se mettre en connexion. Donc, bien évidemment, l'intuition, elle est très importante. Et pour aller même plus loin, je me suis formée auprès d'une femme, parce que c'est un milieu qui reste encore assez masculin, le shiatsu. Et donc, je me suis formée auprès d'une femme qui a une approche très féminine et très intuitive, et justement, donc, qui se base sur ce zen shiatsu, mais elle intègre plus de choses, et elle appelle ça le sensitive shiatsu. Donc, j'aime bien réutiliser ce terme parce qu'il y a cet aspect sensible et intuitif qui en fait partie intégrante. D'accord, très intéressant. Et une grande question à nouveau qui fait le lien un peu dans tout ce qu'on a discuté. Comment toi, tu arrives à faire un lien entre le féminisme, la féminité, l'écologie, la spiritualité? Comment on met tout ça ensemble en fait? Parce que beaucoup de personnes ont tendance à voir ça comme opposé, le féminisme et la féminité, l'écologie et la spiritualité. Comment on remet tout ça ensemble? Ouais. Pour moi, c'est déjà ensemble en fait. C'est les mêmes, les différentes facettes d'un même cristal, pour reprendre les termes de Jess Lively qu'on connaît toutes les deux. Mais c'est vraiment ça, c'est que le féminisme, pour moi, mon interprétation, c'est permettre à la femme juste d'être ce qu'elle a envie d'être. Si elle a envie de s'épiler, pas s'épiler, si elle a envie de faire ci, faire ça, en fait, de juste pas porter de jugement. C'est lui donner sa place. La féminité, c'est différent quand même. Pour moi, la féminité, ça n'a rien à voir avec le sexe et le fait d'être une femme. La féminité, pour moi, c'est une qualité d'énergie, une énergie yin féminine, une énergie yang masculine, qu'on a tendance à associer à des genres. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Ce sont des qualités d'énergie qu'on a tous et toutes en nous. Il y a des hommes qui ont plus d'énergie féminine que masculine et des femmes qui ont plus d'énergie masculine que féminine. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est que les femmes qui, quand même par nature, là, biologique, ont plus tendance à être yin réceptive et les hommes plus yang émetteurs, les femmes ont intégré beaucoup de yang pour s'adapter au monde des hommes, pour s'adapter à cette société patriarcale, en se moulant en fait à ce monde créé par des hommes. Et cette énergie yin féminine, elle est vraiment en lien avec le repos, avec l'introspection, l'obscurité, l'hiver. Et dans notre société, hommes ou femmes, en hiver, on travaille comme des dingues. C'est la période de Noël, c'est la période la plus active, commercialement parlant, alors que énergétiquement, c'est la période où on devrait se reposer le plus. Donc, il y a un vrai déséquilibre. Et pour moi, tout ça s'associe ensemble. Et on parle d'écoféminisme parce qu'il y a un lien entre la manière dont on traite la nature et la manière dont on traite les femmes. Mais c'est la manière dont on traite l'être humain en général aussi, parce que la violence, elle est faite envers tous les êtres humains. C'est juste que c'est particulièrement frappant chez les femmes, mais on le voit aussi pour des personnes de couleur de peau différentes, d'origine différente. Il y a un vrai déséquilibre qui provient de la même source, c'est-à-dire on a une énergie yang qui est beaucoup trop présente et qui est mal utilisée, qui est utilisée pour finalement produire plus, détruire et faire du mal, alors que ce n'est pas sa vocation en fait. Enfin, c'est une énergie, on a besoin des deux. Donc pour moi, tout est vraiment lié, et la spiritualité, on l'associe souvent à la religion, mais ce n'est pas ça, c'est juste être en connexion avec soi et avec ce qui est autour de nous. On lui donne l'aspect qu'on veut en fait, on peut lui donner le terme de religion, on peut lui donner une dimension plus ésotérique, on peut lui donner une dimension beaucoup plus terre à terre, on peut même lui donner une dimension scientifique, hein, parce que tout ce que je dis, tout ce qui est énergie, ça se base à la formule de base d'Einstein, E égale mc2 en fait. C'est scientifique. Aujourd'hui, on a aussi la science quantique qui parle de cette information qui est transmise en fait par les ondes, par les fréquences, par juste la parole et les intentions et l'histoire des gens. C'est de la physique. Donc, même si on est très terre à terre, on peut faire ces liens. Donc, en fait, c'est différentes facettes de la même chose. Je ne sais plus s'il y avait autre chose dans ce que tu disais, mais ouais, pour moi, c'est vraiment un tout. Et moi, dans mon travail, ce que, en tout cas, j'aspire à faire, c'est justement faire en sorte de rassembler tout ça
et de donner une direction et un accompagnement pour nourrir cette énergie-là. Oui. Et du coup, ça revient à ce terme que tu mentionnais d'écologie intérieure et de commencer au final par l'intérieur avant de pouvoir être militant ou avant de pouvoir changer la société, etc. Même pas forcément avant, mais c'est juste, ça marche ensemble. C'est-à-dire qu'on peut faire que l'écologie extérieure, mais c'est que quand on sent qu'on arrive à un point où on bute et où nous, on n'est plus bien, on n'est plus aligné avec nous-mêmes parce qu'on s'épuise, la cause, que ce soit féministe, écologiste, toute cause, en fait, c'est génial d'avoir une cause. Ça donne vraiment une raison d'être là. C'est super. Mais cette cause, en fait, moi, l'écologie, pendant longtemps, ça m'a nourri, jusqu'au moment où j'ai trop basculé et ça m'a pris l'énergie. Et c'est ce passage, en fait, sur lequel il faut être vigilant. C'est se dire à quel moment, en fait, je bascule et ça me prend d'énergie plus que ça ne m'en donne. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des ajustements à faire. Et ça peut être des toutes petites choses, mais d'en prendre conscience et se fixer ses limites pour réajuster et justement utiliser son énergie au mieux. Parce que si on est bien avec soi-même et qu'on utilise bien notre énergie, on sera beaucoup plus, entre guillemets, efficace pour servir la cause qui nous tient à cœur. Ouais, super, merci. Et je vais changer de sujet pour terminer. Ouais. Je sais que la musique, la danse, c'est très important pour toi. Donc, qu'est-ce que ça représente dans ta vie Ça, c'est un terrain que je vais continuer d'explorer. La musique, la danse, en fait, j'ai toujours eu ça dans ma vie, mais c'était très, et ça reste encore aujourd'hui très, très éteint. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est ressorti quand j'ai fait un atelier avec toi, le fait de ressortir la musique. Et depuis, j'écoute de la musique tous les jours et je ne peux plus m'en passer. La musique, en fait, c'est juste que ça amène de la joie, ça permet de créer des émotions. Puis pour parler de sciences quantiques encore, c'est vraiment ça, c'est comment on explique que d'écouter une musique faite par des personnes puisse nous transmettre une émotion, nous faire, nous élever, nous faire que ce soit de la tristesse, de la joie. Donc ouais, il y a beaucoup de place pour ça dans ma vie. La danse, parce qu'il y a un côté corporel et en fait, encore une fois, ça se rapporte à la notion de rythme. Ouais. On a les rythmes de la vie, on a le mouvement de la vie. Et la musique, c'est du rythme, c'est du mouvement. Et il y a un tempo, il y a un suivi, il y a une cohérence des sons. Et souvent, en fait, si on parle d'ondes cérébrales, par exemple, on a des ondes plus ou moins actives, plus ou moins rapides, à des fréquences différentes. Et on a tendance à être souvent dans des ondes un peu incohérentes. Et c'est notamment Joe Dispenza qui en parle beaucoup. Lui, son travail, c'est justement travailler sur remettre les ondes en cohérence. Et en fait, c'est ça, quand on a un orchestre, si tout le monde joue dans son coin, ça donne un bruit horrible. Mais quand on trouve l'harmonie et qu'on trouve des sons qui vont ensemble, ça me fait des frissons rien que d'en penser. Tout s'aligne en fait. Et la vie, c'est ça, c'est que on a tous ces instruments, on ne sait pas quoi en faire, on les joue un peu dans leur coin. Et l'idée, c'est de trouver la partition pour arriver à la faire. Malheureusement, je n'ai pas une éducation musicale très développée. J'ai toujours voulu jouer du piano, de la guitare, donc je touche un petit peu. Et là, c'est quelque chose que je suis en train de développer. J'ai toujours aimé chanter. Mais dans ma tête, c'est toujours du loisir et tout. Et maintenant que je fais un peu cette connexion, ça me donne aussi une motivation supplémentaire pour l'explorer. Oui. Parce qu'aussi, quand on entend un instrument de musique, le son, c'est une vibration, c'est une fréquence, et ça vient en fait travailler aussi sur nous. Si on parle des chakras, par exemple, chaque chakra, chaque note de musique correspond à un chakra, va venir titiller cette énergie-là. Quand on fait des séances de sonothérapie, par exemple, l'idée c'est de travailler justement avec les sons des bols, des sons cristallins pour venir créer ces vibrations dans le corps, et ça vient travailler aussi au niveau énergétique. Et la musique, on l'entend, c'est juste le rythme naturel de la vie. On l'entend dans la nature, le chant des oiseaux, le son de l'eau, le son du vent. Et en fait, la musique, la traduction, la musique naît de ça, en fait. On a entendu des sons dans la nature, on voit qu'on peut faire des sons avec des instruments, et en fait, on essaie de chercher une harmonie. Et je trouve que rien que ça, en fait, c'est juste magique. Oui, rien que la voix et de parler, c'est une musique aussi. Et
c'est une expérience qui peut être à la fois individuelle et collective quand on pourra ressortir. Et c'est vrai qu'il y a remettre ce collectif aussi et vivre cette expérience collective. C'est très beau, que ce soit des concerts, que ce soit même juste aller dans une boîte de nuit. En fait, c'est une expérience collective de Et il joie. n'y a rien qu'à voir, hein, justement, tu parles de ce collectif et c'est vraiment exactement ça parce qu'on peut écouter de la musique dans son coin, ça n'a rien à voir à écouter de la musique avec quelqu'un ou entendre de la musique en live. On est beaucoup sur nos ordinateurs maintenant parce qu'on n'a pas trop le choix, vu la situation, on est beaucoup amené à travailler de manière digitale. On passe des choses, mais il y a des choses qui ne passent pas. Si hier, je jouais un instrument pour une séance de méditation, il y a des sons qui ne passent pas, les vibrations ne passent pas de la même façon que si la personne était à côté de moi. Quand on va à un concert, déjà on a l'énergie de la musique, mais on a aussi l'énergie des gens qui sont autour de nous. Ça n'a rien à voir en fait. Et c'est ça aujourd'hui qui nous manque. Et c'est ça, je trouve, aujourd'hui qui m'inquiète un peu quand même dans la situation actuelle. C'est justement, on se coupe de ça. Et moi, c'est une des premières choses que je veux faire quand on pourra. C'est vraiment pouvoir expérimenter des choses en collectif, de nourrir aussi des énergies des autres, parce qu'on en a besoin en fait. Et on est des êtres, des êtres sociaux. Et effectivement, jouer un instrument de musique tout seul, c'est cool. Mais moi, les meilleures soirées, enfin, un des moments, une des expériences qui me met en joie, c'est quand je suis dans une soirée, que chacun sort un instrument et on commence à jouer n'importe quoi. Et on chante, ça n'a pas de sens, mais il y a une connexion incroyable qui se crée. Pas forcément besoin de savoir bien jouer, mais c'est juste une émotion qui passe. Et ça, c'est... Complètement. Moi, je pense à quand on chante en randonnée, parce que moi, je sais pas bien chanter, donc c'est vrai que je repense à ces moments où je chante des chansons connues de tous en randonnée et ça crée un lien encore plus. Et puis, c'est dans la nature, donc ça rajoute ça. Exactement. Et bah, pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de où on peut te trouver en ligne, de tes ateliers, de ton e-book, de tes fresques, voilà. Ouais. Alors, donc j'ai 2 sites internet en fait. Donc j'ai mon blog Planète Addict, donc il suffit de taper planèteaddict.com. Sur mon site, donc je partage des ateliers, des articles pardon, sur plein de thématiques liées à l'environnement, mais aussi au bien-être et un peu la spiritualité. Donc un peu ce que j'ai dit là. Je rentre un peu moins dans la dimension énergétique pour rester quand même un peu centré là-dessus, mais tout ce qui est en lien avec le voyage, mes expériences, on peut les retrouver là. J'ai également un e-book en fait qui est en vente sur mon blog qui retrace en fait 6 thématiques justement de consommation responsable avec, moi j'ai voulu qu'il soit hyper synthétique parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de guides qui existent et moi je voulais quelque chose, moi je suis très fiche et notes concises. Donc moi j'aime bien en fait prendre beaucoup d'informations, en extraire le jus et transmettre ce jus uniquement pour être pertinente. Donc en fait c'est des fiches thématiques qui reprennent les 3 faits en fait sur une thématique, 3 à 4 solutions qu'on peut mettre en place en les détaillant un petit peu. Et ensuite, il y a une partie pratique en fait où je donne des défis. Donc, c'est des fiches de défis où il y a un défi, des cases à cocher, des choses à colorier, enfin voilà, pour que les gens puissent mettre en pratique, où je fournis des fiches de recettes, où je fournis des guides mémo. Enfin voilà, toute l'information qu'il y a sur mon blog en fait, je l'ai vraiment passée au peigne fin pour en extraire l'essence principale. Parce que maintenant, j'ai quasi 300 articles sur le blog, ça fait 7 ans que j'écris, donc voilà, quand on arrive sur le blog, on n'a pas forcément... on ne peut pas tout lire, et puis les gens ont une capacité d'attention, de lecture qui est de plus en plus réduite. Donc cet e-book, en fait, il rassemble vraiment tout. Donc ça, il se trouve sur mon site. J'anime aussi des ateliers fresques, donc fresques du climat, fresques des nouveaux récits surtout. Et je vais commencer aussi à animer un atelier sur l'énergie. Donc ça, c'est disponible aussi sur mon blog. Il y a une page en fait dédiée à mes accompagnements. Donc là, on peut en tout cas montrer son intérêt de faire un atelier. Puis ensuite, je constitue un groupe et puis on y va. Donc ça, c'est pour la partie éco-responsabilité. Et pour tout ce qui est en lien avec la féminité, les cycles, le shiatsu, l'énergétique, j'ai créé un site qui s'appelle Inaluna, inaluna.com. Donc là, on retrouve, alors c'est plus un site internet, on retrouve mes différentes pratiques, ce que je fais, un peu ma philosophie et les ateliers que je propose. Donc des ateliers en lien avec les saisons, des ateliers en lien avec les cycles féminins, parfois des cercles de femmes. Je fais aussi des ateliers thématiques. Par exemple, là, j'en ai un ce soir sur le sommeil. Il y en a d'autres
en lien avec le stress, les chakras. Enfin, voilà, je vais prendre une thématique en particulier. C'est là aussi où on peut, alors moi je suis en Bourgogne, donc là c'est plus pour la partie pratique où on peut voir là où on peut me retrouver pour de la pratique physique. Je fais aussi des consultations en ligne, plus en lien avec les cycles féminins, et je suis en train de développer, et ça c'est mon projet du printemps, que je suis en train d'arroser tous les jours. Justement, je suis en train de développer un accompagnement spécifique pour la connexion avec ces cycles féminins. Donc voilà, on peut trouver ça sur les 2 sites. Hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Emma pour tous tes partages, pour tout ce que tu as abordé. C'était vraiment très riche. Et merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui et à la semaine prochaine.